Respirer, se déplacer, consommer, et si ces gestes du quotidien mettaient aujourd'hui notre santé et notre avenir en danger? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Croissance verte, cette émission qui interroge notre modèle de développement, explore les solutions pour grandir sans détruire. Et au sommaire de ce numéro, Dakar, la capitale sénégalaise qui étouffe comme de nombreuses capitales africaines. Nous en parlons avec Fadel Ouad, activiste et environnementaliste, pour évoquer la question de la pollution de l'air, de la santé publique. Et puis, nous prendrons la direction de Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le concept zéro plastique, nécessité ou illusion. Pour en parler, nous serons aussi avec Abdraman Sanogo, consultant et environnementaliste malien. Et sans plus tarder, bien évidemment, nous allons avoir donc l'honneur de parler du sujet qui nous intéresse avec notre invité, Fadel Ouad, qui est donc activiste et environnementaliste, de ce sujet qui concerne Dakar, où respirer un air de mauvaise qualité peut s'avérer aussi être une situation dangereuse entre poussière venue du Sahara, rejets industriels et émissions des véhicules. La pollution de l'air atteint des niveaux critiques, une situation aux lourdes conséquences pour la santé des populations, comme nous l'expliquent Régis Moukila et Cherdawa. À Dakar, les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. La capitale est régulièrement recouverte d'un nuage de poussière. Des vents en provenance du Sahara charrient avec eux des fines particules qui dégradent fortement la qualité de l'air. La pollution atmosphérique à Dakar est aujourd'hui critique. Elle est souvent classée parmi les plus élevées, bien au-delà des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette mauvaise qualité de l'air est à l'origine de nombreuses maladies respiratoires qui touchent les adultes, les personnes âgées, mais surtout les enfants. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au centre hospitalier universitaire de Fann, à la rencontre du chef du service de pneumologie de l'hôpital Albert Royer. Pendant 5 ans, il a étudié la corrélation entre les pics de pollution, le taux de particules dans l'air et les infections respiratoires chez les enfants. Si la qualité de l'air est mauvaise, donc nous allons rencontrer beaucoup de pathologies respiratoires chez les enfants, que ce soit les infections, que ce soit les pneumonies, mais également que ce soit les bronchites, mais aussi d'autres affections inflammatoires chroniques telles que l'asthme, les allergies respiratoires, parce que la pollution constitue un facteur très important qui va accentuer ou en tout cas ou qui va exacerber ou qui va également favoriser la survenue de ces pathologies. On sait qu'il y a un lien entre la pollution de l'air et également la survenue de beaucoup d'affections. La pollution de l'air à Dakar est une véritable problématique de santé publique. Les maladies inflammatoires chroniques, comme l'asthme, se multiplient à grande vitesse et touchent de plus en plus de jeunes. C'est le cas de Merveille. Et il faut différencier le causeur du contrôle. Créatrice de contenu de nationalité gabonaise, elle a posé ses valises à Dakar il y a plusieurs années. Souffrant d'asthme chronique, elle a connu sa première crise il y a 10 ans. Ici, le climat poussiéreux accentue la fréquence de ces crises. La crise s'est déclenchée quand j'avais à peu près 15 ans par là. Et je l'ai su parce qu'un jour, je me suis étouffée brutalement. Et puis, arrivé à l'hôpital, on a fait des examens parce que c'était pas normal. Et on m'a trouvé de l'asthme. Ici, le climat n'est pas trop humide. Par contre, quand on est dans les tempêtes de poussière, de sable, là, c'est compliqué parce que justement, la qualité de l'air est mauvaise. Pollution de l'air et asthme, un véritable cocktail explosif pour cette tiktokeuse. Sa seule arme au quotidien, une ventoline, un flacon pressurisé qui s'administre par inhalation. La ventoline, elle est à 3000. Donc, si tu dois en avoir assez, il faut quand même mettre un bon budget dessus, surtout que ça a une date de péremption. Et aussi, comme je disais, il faut avoir à proximité de plusieurs. Il faut l'avoir à disposition. Donc, c'est quand même un coût. Pendant moins tu fais des crises d'asthme, moins tu en dépenses. La mauvaise qualité de l'air peut également avoir des conséquences sur la santé des Dakarois.
Boubacar, étudiant en marketing et communication, sort tout juste d'une hospitalisation après des troubles respiratoires. Il n'est pas asthmatique, mais souffre d'allergies liées à la pollution. Il nous a donné rendez-vous au pied de l'immeuble où il effectue son stage. Il y a 2 semaines, je suis tombé malade, j'ai été même à l'hôpital. Heureusement pour moi, j'ai pris des médicaments et je vais mieux. Et Dieu merci, et j'ai constaté aussi dans la ville, presque beaucoup de personnes portent du masque. Et je me dis que forcément, l'air est en train de peut-être causer du tort ou d'une manière à une autre. Certains tombent malades, certains aussi ne parviennent pas à bien respirer, etc. Alors le port du masque est quand même en train de prendre une envol. Pour faire face à l'augmentation de pathologies respiratoires, l'hôpital Albert Royer s'est doté, il y a environ 3 ans, d'un équipement médical de pointe, capable de détecter rapidement les infections liées à ces troubles respiratoires. Ce plastismographe, estimé à 25 millions de francs CFA, soit plus de 38 112 €, a déjà permis de diagnostiquer près de 2000 patients, adultes comme enfants. Le rôle de cette machine, c'est d'évaluer les fonctions pulmonaires. Donc, une fois que le patient arrive, effectivement, quand il y a une indication, quand il y a des troubles respiratoires, ou même parfois, même dans le cadre d'une indication, on suspecte une maladie respiratoire, ou est-ce que la personne veut évaluer ses fonctions pulmonaires, on dit OK, venez, elle va s'asseoir ici, on prend le poids et la taille, on fait rentrer les paramètres au niveau de l'ordinateur et ça nous génère ce qu'on appelle des normes et des références selon l'âge, le poids et le sexe. À Bargny, à quelques kilomètres de Dakar, la pollution de l'air a également atteint un niveau alarmant. La présence d'une centrale à charbon, combinée à plusieurs usines de ciment, expose les populations à un cocktail de pollution industrielle. Ici, l'air fortement dégradé est devenu un risque sanitaire permanent pour les riverains. Daouda est un natif de Bargny. Il se bat aujourd'hui pour sa localité. Bargny, les maladies sont récurrentes. Et encore, il y a un phénomène actuellement, c'est des morts subites. D'ailleurs, la plupart des personnes, peut-être disons la moitié des personnes qui sont mortes, on est obligé de faire des autopsies. Alors que normalement, une autopsie doit être faite sur quelque chose de suspect par rapport peut-être à des actions. Mais malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de morts subites. Et il y a beaucoup de problèmes cardiaques au niveau des personnes. Donc, ce qui fait que Bargny vraiment est vraiment victime de cette pollution. Tout est vraiment dans le rouge. Face à cette situation, les habitants de Bargny avaient lancé une initiative de reboisement pour tenter de freiner la pollution et protéger leur santé. Un projet salué à ses débuts, mais qui n'a jamais été étendu à grande échelle. Faute de généralisation, la pollution reste omniprésente, laissant les populations toujours exposées aux effets des activités industrielles. Il y a eu des projets, mais malheureusement, c'est pas encore, disons, on n'a pas les financements. Et malheureusement, ce projet, lorsqu'ils ont reboisé pour retenir les poussières, il y a plus de 5000 arbres, hein, ils ont commencé à couper ces arbres pour maintenant installer leur tas de charbon. Entre pollution climatique et pollution industrielle, Dakar et ses environs suffoquent. Pour les populations, respirer est devenu un défi quotidien et l'urgence d'agir pour un air plus sain et plus que vital. Un sujet qui en dit long sur les réalités de l'air en Afrique, mais notamment aussi à Dakar. Et comme annoncé, pour en parler, nous allons retrouver notre invité, c'est M. Fadel Ouad. Il est environnementaliste, mais aussi activiste. Et merci, M. Ouad, de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, à la lumière des images présentées dans ce reportage, la pollution de l'air à Dakar, on peut en dire autant des autres capitales africaines, bien sûr. Cela constitue-t-elle désormais un enjeu majeur de santé publique, selon vous? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un enjeu majeur de santé publique. Moi, quand je prends le département où je vis, c'est le département de Rufisque, avec cette industrialisation non contrôlée, dans le département de Rufisque, quand vous venez, vous avez la cimenterie Sococim, comme on l'a vu tout à l'heure, la centrale à charbon, vous allez à Sébikotane, il y a aussi beaucoup d'industries, il y a une zone industrielle,
il y a les deux ports, le port minéralier et vraquier et le port de Ndayane. Donc des infrastructures, mais qui polluent. Donc quand on parle de la pollution de l'air à Dakar, Dakar compte 5 départements. Vous avez aussi le plus grand décharge d'ordures est dans le département de Keur Massar, Mbobes. Vous allez aussi à Sar, dans le département de Pikine. Donc, effectivement, on nous parle du transport, mais nous pensons que la première cause, c'est l'industrialisation non contrôlée. Parce que le problème au Sénégal, c'est que ces 3 zones, que ce soit l'industrie, l'agriculture ou l'habitat, cohabitent. Les zones industrielles, on les met dans des zones d'habitation, ce qui est un véritable problème. Donc, effectivement, c'est un problème de santé publique. Les postes de santé qui sont à Bargny, tous les postes de santé. Justement, vous venez de l'évoquer en parlant bien évidemment de certaines causes. Et aujourd'hui, de manière très concrète, selon vous, en tant qu'acteur aussi majeur de cette lutte contre la pollution, entre autres, quelles sont aujourd'hui, donc au Sénégal, les principales sources de pollution atmosphérique dans votre capitale, en l'occurrence bien évidemment Dakar? Je dirais l'industrie, parce qu'il y en a d'autres qui nous parlent de transport. Mais moi, je crois que la première cause, c'est l'industrie. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans le département de Rufisque, autant d'industries, dans le département de Pikine, pareil. Donc, l'industrie est la première cause. Moi, c'est ce que je... En tout cas, nous, à Bargny, nous savons que quand on parle de pollution, c'est les industries qui sont les principales causes. Donc, les autres départements aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à Mbobes, la décharge de Mbobes et les autres industries qui sont à Thiaroye, que ce soit à Anne. Donc, pour répondre à ta question, je crois que la première cause de la pollution de l'air à Dakar, ce sont les industries. Justement, vous avez tout à l'heure évoqué la question aussi des transports. Aujourd'hui, en matière bien évidemment de pourcentage, quel est aussi cet apport donc néfaste par rapport à la pollution de l'air? Aujourd'hui, le secteur des transports est-il aussi un des principaux facteurs à l'origine de ces dégradations de la qualité de l'air aussi au Sénégal et aussi dans beaucoup de pays? Oui, effectivement, les transports, c'est aussi une des causes. Mais il y a juste peut-être 2 ans, on a même commencé à trouver des solutions. Parce qu'avec les transports en masse, comme le TR, comme les BRT, mais c'est des solutions. Parce que quand vous venez à Bargny, par exemple, au garage du TR, mais les gens qui prennent le TR et qui garent leur véhicule, donc ça, c'est des alternatives. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, comme on dit, comment on le dit, les véhicules, les anciens véhicules qui sont à Dakar. Dakar compte combien d'anciens véhicules qui ne devaient même plus être opérationnels. Donc, effectivement, l'alternative, c'est essayer de sortir ces véhicules de la circulation. Et comme on dit, il y a maintenant les véhicules électriques, bien vrai que bon, je ne sais pas, il y en a d'autres personnes qui parlent d'autres, mais c'est des alternatives pour essayer de trouver des solutions. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le transport, effectivement, à Dakar est quasiment inondé d'anciens véhicules qui sont très, très, très polluants. Mais avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la réponse sur le BRT et le TR, je crois que si on continue sur cette lancée, il y aura des pistes de solutions. Qui parle de solutions, on parle également donc de causes à effet à résoudre. Aujourd'hui, les principales impactées sont les populations. Justement, sont-elles suffisamment sensibilisées aux dangers liés à la pollution de l'air? Malheureusement, non. La sensibilisation fait défaut. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les Badianougor. Vraiment des femmes que je rends un vibrant hommage. Au niveau de Bargny, ils ont fait une sensibilisation extraordinaire des communautés sur la pollution de l'air. Nous avons initié aussi des sensibilisations par le théâtre. Mais nous savons que ça ne suffit pas. Mais effectivement, la sensibilisation fait défaut. Quand on prend l'exemple de la Covid, mais on a poussé les gens à porter des masques. Tout le monde a fait des sensibilisations. Et pourtant, la pollution continue de tuer. La pollution continue de nous rendre malades.
Mais pourtant, il n'y a pas comment dirais-je, cet aspect de sensibilisation pour essayer de dire aux gens de porter des masques. Ce sont juste ceux qui connaissent qui portent les masques, mais quand vous sortez dehors, personne ne porte de masque. Donc, effectivement, la sensibilisation fait défaut. Et c'est un problème très dangereux, mais que ce soit les autorités et même la société civile, nous savons que la sensibilisation fait défaut. Merci encore à vous, Fadel Ouad. Je rappelle donc que vous êtes activiste et aussi environnementaliste. Avec vous, nous avons évoqué cette question de la pollution de l'air à Dakar. Et tout de suite, direction en Côte d'Ivoire. La question des déchets est aussi devenue un enjeu majeur de santé publique et de protection de l'environnement. Face à cette réalité, des familles ivoiriennes font le choix de changer leur habitude au quotidien, pendant que certaines municipalités innovent pour réduire, trier et valoriser les déchets. Comment ces familles justement s'organisent-elles? Quels défis rencontrent-elles? Et comment les villes et les ONG accompagnent-elles cette transition vers des modèles de vie plus durables? Allons à la rencontre de celles et ceux qui relève le défi du zéro déchet en Côte d'Ivoire dans ce sujet de Eustache Kouakou et Fares Akora. Chaque jour, la Côte d'Ivoire produit des tonnes de déchets. Plastique, restes alimentaires, objets jetés. Ces déchets envahissent toutes les villes. Et Abidjan, la capitale économique, n'échappe pas à ce constat. La Côte d'Ivoire est un gros producteur de déchets. Nous produisons environ 2,5 millions de tonnes de déchets par an. C'est énorme, hein? Et donc, ça représente environ 8 000 tonnes de déchets par jour. Seulement ça pose déjà de gros problèmes dans la gestion globale même de ces déchets, dont la collecte, le traitement de ces déchets. Ici, dans la commune d'Adjamé, comme dans bien d'autres, la gestion de ces déchets reste un véritable défi. La gestion des déchets n'est pas aisée dans la commune d'Adjamé parce que nous sommes, comme on le dit, dans une commune cosmopolite où nous recevons vraiment du monde qui ne réside pas réellement dans la commune, surtout pendant la journée. C'est une commune commerciale où tout le district d'Abidjan, les gens viennent vraiment passer tout leur temps en train de faire leur commerce au niveau de notre commune. Donc vous êtes sans ignorer que les produits d'emballage des différents articles qu'ils vendent, ces produits d'emballage sont abandonnés après la vente de ces produits et ils sont partis. Entre insalubrité, risques sanitaires et impact environnemental, le pays fait face à une véritable menace aggravée par le changement climatique, d'où l'intérêt du zéro déchet. Le concept zéro déchet est un concept qui vise la réduction maximale des déchets produits en Côte d'Ivoire et surtout la part des déchets qui se retrouvent dans l'environnement. Il ne s'agit pas de ne plus produire de déchets, on ne peut pas consommer sans produire de déchets, mais il s'agit de traiter ces déchets-là de sorte que ces déchets ne se retrouvent pas dans les endroits, dans la nature, dans les lieux publics, etc. Donc, en gros, le concept de zéro déchet, c'est l'élimination totale des déchets déversés dans la nature. La démarche zéro déchet engage l'action gouvernementale, mais également l'implication des populations. L'expérience a été faite avec quelques familles dans la cité Batim 2, dans la commune de Yopougon. Ici, nous avons des déchets recyclables et des déchets plastiques que nous devons départager. Ici, d'abord, nous avons dit que quand il y a du pain, des déchets qu'on peut mouiller, qu'on peut froisser, qu'on peut broyer, on met ça dans les déchets à côté. Et quand nous avons le plastique, nous trions pour mettre ça à côté. Dans nos habitudes, c'est que ça nous a rendus responsables de nos déchets. Aujourd'hui, nous savons que les déchets que nous produisons, nous devons mieux les identifier, mieux les organiser pour que vraiment le ramassage soit plus facile. Ça nous a rendus responsables. Donc, en tant que citoyens vivant dans une cité, nous sommes plus conscients que nous devons aider le gouvernement, ou bien les organisations qui gèrent les déchets ménagers, à mieux gérer les déchets, et ça nous a changé.
Et un des affaires positives même dans nos manières de faire aujourd'hui, c'est que nous faisons de sorte que même les enfants même qui sont à la maison sachent comment utiliser les poubelles. Et ça, c'est vraiment un cas pratique. C'est rentré dans nos habitudes à nous. Notre souci serait que le projet puisse perdurer. C'est ça. Nous souhaiterions toujours avoir différents types de sachets ou alors les remplacer par un autre moyen, comme l'a dit tout à l'heure le président. Parce que sans les sachets, nous allons retomber encore dans nos anciennes habitudes. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ces initiatives citoyennes sont encouragées par les autorités municipales de Treichville. Elles y voient un complément indispensable à l'action publique pour un assainissement durable de la commune. Au niveau de la politique de zéro déchet, zéro déchet, c'est quand même un vaste projet, un vaste programme, mais nous, premièrement, nous allons dans la sensibilisation parce qu'on peut parler de toutes les actions. Il faut que déjà ça passe par un état d'esprit. Donc nous sensibilisons les populations à la gestion des déchets parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet de la salubrité est de la responsabilité du ministère. Nous, en tant que collectivité territoriale, nous veillons au suivi du contrat qui a été signé par l'État de Côte d'Ivoire avec les différents acteurs. Un quartier plus propre, un cadre de vie plus sain et surtout une prise de conscience collective. Ce leitmotiv de l'Union des femmes d'Angré, Sikoji, dans la commune de Cocody, est un modèle à reproduire à grande échelle. Au cours d'une réunion, on a décidé de rendre notre cité propre. Et cela dure déjà depuis quelques années. Et après, on s'est dit, pourquoi ne pas faire des pancartes pour sensibiliser les habitants? Quand ils verront la pancarte, ils vont se dire, ah tiens, on a un devoir. Donc vraiment, cultivons ça pour que vraiment nos familles vivent dans de bonnes conditions. Au-delà de la protection de l'environnement, le zéro déchet joue un rôle clé dans la promotion de l'économie circulaire, valorisant ces déchets. C'est vrai, nous continuons les sensibilisations. Nous faisons les balayages, les assainissements et autres. Mais la question de valoriser les déchets est importante. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir sur comment valoriser nos déchets. Vous voyez là où nous sommes arrêtés actuellement, il y a des pavés là sur le sol. Mais ces pavés sont des pavés en plastique. C'est une valorisation des déchets. Pour ce qui concerne les déchets organiques, nous les transformons généralement en de l'engrais biologique pour la promotion d'une agriculture durable. Vu l'importance que nous accordons à la chose, ces derniers ont commencé à eux-mêmes avoir une valeur ajoutée à la chose. Quand on va aujourd'hui, on se rend compte que quand il finit les déchets là, lui-même il recycle, il collecte ça, il met dans des sacs et il nous appelle. Et nous, désormais, les sacs coûtent telle somme. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Le plus difficile reste le changement d'habitude et de mentalité pour faire de la réduction des déchets un idéal. Mais avec la volonté et la sensibilisation, le défi du zéro déchet peut devenir une réalité dans nos familles et dans nos villes. Et pour en savoir plus sur cette question de zéro plastique, nous sommes avec Abdraman Sanogo, consultant et environnementaliste malien. Merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, le zéro plastique est-il une nécessité écologique ou une contrainte excessive selon vous pour la société? Au fait, le plastique en tant que déchet cause vraiment énormément de problèmes. Mais ce sont surtout les sachets plastiques. On peut penser à zéro sachet plastique, mais pas à zéro plastique. Abdraman Sanogo, je rappelle donc que vous êtes consultant et aussi environnementaliste. C'était pour revenir donc autour de votre émission Croissance verte sur l'actualité, sur la croissance de l'environnement en Afrique, mais également sur aujourd'hui notre manière de vivre en peuple, mais aussi de vivre en société. Rendez-vous pris pour un prochain numéro, toujours sur Média TV.